Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, un rendez-vous tout spécial puisqu'on parle d'itinérance et de santé mentale. On aura notre invité dans quelques instants, Éric Latimer, à l'Espresso et à l'Espresso allongé par la porte parle du sujet avec nous. Notre collaboratrice Catherine Stassin va même parler de l'itinérance à travers le temps. Tout ça donc dans cette émission spéciale de Folie douce. Bienvenue chez nous. Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce qui traite de santé mentale depuis 1991. J'accueille mon invité, Éric Latimer. Bonjour, Monsieur Latimer. Bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour. Bonjour, vous êtes chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur également titulaire au département de psychiatrie à l'Université McGill, en plus de plein d'autres chapeaux, mais on va s'en tenir à ça pour les titres aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste, en fait, sur la santé mentale, mais aussi sur l'itinérance, c'est notre thématique aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse ensemble un peu le portrait de l'itinérance actuellement, selon plusieurs sujets, mais j'aimerais ça d'abord qu'on puisse définir c'est quoi l'itinérance. Des fois, on parle souvent d'itinérance, on pense qu'on sait ce que c'est, mais comment on peut définir rapidement ce que c'est? Bien, c'est une question qui peut être abordée de façon assez simple ou de façon plus complexe. On peut la définir de façon assez simple et c'est comme ça que c'est généralement défini à l'extérieur du Québec comme le fait de ne pas avoir de domicile fixe, sécuritaire, à soi, auquel on peut revenir. Donc, par exemple, une femme qui est pas dans un logement sécuritaire parce que son conjoint l'abuse, serait en fait techniquement considérée comme en situation d'itinérance et certainement quand elle est en refuge d'urgence, on la classifierait comme telle parce qu'elle n'a pas de lieu sécuritaire ou retourné. Donc, ça, c'est la définition, je dirais, générale. Lorsque la politique en itinérance au Québec a été définie, a été mise sur pied par Véronique Yvon et la politique qui est parue en 2014, le gouvernement a choisi une définition qui englobe la notion de désaffiliation sociale. Et dans un sens, ça se comprend parce que pour beaucoup de personnes en situation d'itinérance, le fait d'être sans domicile fixe s'accompagne de désaffiliation sociale. Mais je crois pas personnellement que ce soit idéal de définir l'itinérance de cette façon-là parce que il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait vraiment qualifier d'être en désaffiliation sociale, qui sont néanmoins logées. Donc, quand on se préoccupe de l'itinérance, on ne s'adresse pas aux personnes qui sont simplement en état de désaffiliation sociale. On pense vraiment aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, sécuritaire, où elles peuvent retourner. Comment on peut décrire, M. Latimer, le portrait actuel de l'itinérance au moment où on se parle, là, incluant l'aspect santé mentale? Est-ce que l'itinérance est pire qu'avant? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est différent? Comment on pourrait définir ça actuellement? Ben, c'est certain que la situation s'empire, puis je suis sûr que je n'apprends rien à vos auditeurs. Entre le dénombrement de 2018, qui s'est tenu le 24 avril 2018, et le dénombrement de 2022, qui s'est tenu le 11 octobre 2022, donc 4 ans et demi plus tard environ, le nombre de personnes en situation d'itinérance au Québec a augmenté d'environ 44%. C'est quand même substantiel. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs terrain qui diraient que, bon, ça s'est amélioré depuis octobre 2022. Donc la situation s'empire. Les gens vont se demander, pourquoi est-ce que la situation s'empire? La cause principale de l'empirement, je crois que la plupart des observateurs diraient, c'est la hausse rapide des loyers, qui n'est pas compensée par une augmentation aussi rapide des revenus au bas de l'échelle de revenus.
On ne voit pas le salaire minimum augmenter au même rythme, ni les prestations d'aide sociale, solidarité sociale, augmentent pas du tout au même rythme que les loyers. Donc, de plus en plus de personnes qui ont plus de difficultés pour différentes raisons, y compris des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance, vont se retrouver dans une situation où elles ne peuvent plus payer leur loyer et se retrouvent en situation d'itinérance. Maintenant, il y a d'autres facteurs sociaux probablement qui entrent en ligne de compte. Par exemple, Statistique Canada a rapporté des données qui concordent avec ce qu'on a lu dans les journaux, c'est qu'il y a eu une certaine augmentation des cas de violence conjugale environ entre 2018 et 2022, certainement. Donc, il y a possiblement certains facteurs sociaux qui jouent, mais ce qui est sûr, c'est que le facteur majeur, c'est la hausse rapide des loyers. Et il y a peut-être de nouveaux types d'itinérants, en fait. Parce que, tu sais, l'itinérance, à l'époque, on disait toujours, c'est quelqu'un soit qui a des problèmes psychiatriques, qui a des problèmes d'addiction, je sais pas quoi. Mais là, comme vous dites, il y a des gens qui sont plus capables de payer leur loyer, donc ils deviennent itinérants. Donc, ça vient comme changer un peu le visage de l'itinérance. Oui, c'est une remarque intéressante. Oui, on croirait que probablement c'est le cas quand c'est plus facile de se trouver un logement abordable. Il n'y a rien que les personnes qui ont vraiment des très grosses difficultés qui ne vont pas être capables de rester logées. Mais plus ça devient difficile de trouver un logement abordable, plus des personnes qui normalement réussiraient à rester logées se trouvent incapables de le faire. Saviez-vous, M. Latimer, est-ce qu'on peut définir le pourcentage de gens itinérants qui vivent l'itinérance? En fait, c'est pas nécessairement, on les identifie pas comme des itinérants, ils vivent une situation d'itinérance, mais qui auraient des problèmes de santé mentale. Est-ce que c'est souvent un mythe? On dit souvent ça, les gens itinérants ont des problèmes de santé mentale, mais est-ce qu'on peut définir le pourcentage? Est-ce que ça a été calculé? Oui. Oui, mais je vous avoue que je n'ai pas en tête les chiffres exacts, mais il y a une méta-analyse qui est parue récemment qui décrit l'ensemble de problèmes de santé mentale, les différents types de problèmes de santé mentale et je crois de dépendance aussi que les personnes en situation d'itinérance peuvent avoir. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, les pourcentages de personnes qui ont des problèmes de santé mentale divers sont nettement plus élevés que dans la population générale. Mais même si, dans un certain sens, on va souvent entendre les gens dire, si on n'a pas un problème de santé mentale avant de se retrouver en situation d'itinérance, on va en développer un une fois qu'on est rendu là. C'est possible. Mais quand on fait des enquêtes transversales, c'est-à-dire à un point, on rencontre des personnes, à un moment donné, on évalue leur état de santé mentale, puis on sait qu'elles sont en situation de d'itinérance à ce moment-là. Il y en a quand même un pourcentage, certainement de l'ordre de 30 à 40%, sinon plus, qui vont pas répondre de façon qui indique qu'ils ont un problème de santé mentale. Je crois qu'en partie, ce qui se passe, c'est probablement que les personnes, toutes les personnes qui deviennent itinérantes à un moment donné ne vont pas nécessairement rester en situation d'itinérance indéfiniment. La plupart des personnes vont s'en sortir. Et les personnes où c'est plus comme, en quelque sorte, conjoncturel, elles ont perdu leur emploi, leur blonde les a mis à la porte, ils avaient déjà dépensé toutes leurs économies sur whatever, puis il y a personne qui est prêt à les dépanner pour qu'ils sortent de l'itinérance tout de suite. Bon, ces gens-là vont se retrouver en situation d'itinérance, mais ils pourront sans doute se trouver une situation de logement rapidement.
Oui, c'est ça. Ils pourront finalement en sortir assez rapidement. Je veux absolument parler, il reste quelques minutes, mais je vous impliquer, M. Latimer, dans un collectif qui s'appelle le Collectif québécois pour la prévention de l'itinérance. Il faut prévenir. Là, c'est beau de venir sauver un peu les gens, mais si on le prévient, c'est encore mieux. Pouvez-vous nous en parler de ce collectif? Oui, avant de me tourner vers ça, je vais juste dire quelques mots très rapidement sur les suites du projet Chez Soi, l'approche logement d'abord, qui s'est quand même répandue au Québec depuis le temps du projet Chez Soi. Donc, il y a maintenant, je ne pourrais pas vous dire combien exactement, mais il y a des centaines de personnes à Montréal et d'autres encore dans d'autres villes comme Québec qui sont présentement logées et reçoivent un soutien psychosocial grâce à cette approche qui s'appelle au Québec SRA, soutien résidentiel avec accompagnement. Donc, ça, c'est pour aider les personnes en situation d'itinérance chronique qui ont démontré qu'elles sont juste pas capables de s'en sortir sans aide. Mais en même temps, on essaie de prévenir que d'autres personnes se retrouvent en situation d'itinérance. Donc, ce que des personnes de la mission Oldbury, le directeur de la mission Oldbury, James Hughes, Jennifer Proudfoot de McGill, moi-même et d'autres, nous avons démarré. C'est quelque chose qui s'appelle le Collectif québécois pour la prévention de l'itinérance, qui inclut plusieurs sous-groupes de travail qui s'intéressent à diverses portes d'entrée dans l'itinérance, comme par exemple le système judiciaire et correctionnel. J'ai évoqué plutôt les femmes vivant des situations de violence conjugale. Il y a aussi des groupes d'immigrants et il y a la santé mentale aussi. Je suis impliqué là-dedans avec Jessica Soto et plusieurs autres personnes. Et nous avons regardé relativement récemment l'enjeu de la prévention de l'itinérance pour les personnes qui ont des troubles d'accumulation compulsive et qui sont donc à risque d'éviction. Et nous commençons à regarder également l'accompagnement dont les personnes qui sortent de l'hôpital, qui souvent ont des problèmes de santé mentale, pas toujours, mais souvent ont des problèmes de santé mentale et qui n'ont pas de logement permanent où retourner. Donc, comment est-ce qu'on peut accompagner ces personnes-là pour faire en sorte que, autant que possible, elles puissent se retrouver en logement permanent rapidement. Donc le CQPI travaille sur plusieurs fronts. Il y a également un front législatif où on essaie de définir des changements législatifs à l'instar d'autres pays comme la Finlande, le Pays de Galles, la France aussi, qui protègent le droit au logement de façon plus concrète et explicite que ce qu'on retrouve dans la législation actuelle au Québec. C'est un droit, en fait, puis en terminant, c'est super intéressant, mais est-ce qu'on peut chercher quelque chose pour en savoir plus? Est-ce qu'il y a des écrits, entre autres, sur le collectif québécois ou d'autres choses qu'on pourrait chercher? Oui, certainement. J'invite les auditeurs à écrire Collectif québécois pour la prévention de l'itinérance dans leur moteur de recherche. Ils vont découvrir le site du CQPI qui est hébergé par la mission Oldbury et de là plusieurs rapports. J'inviterai aussi les auditeurs à consulter le rapport que l'Institut national de santé publique a publié en septembre sur les résultats du dénombrement de 2022 qui contient vraiment une foule d'informations sur la population en situation d'itinérance. Et on cherche quoi pour trouver cette information, cette récence? Simplement entrer dénombrement des personnes en situation d'itinérance au Québec en 2022. Et vous allez tomber directement dessus. Parfait. En bon français. Non, c'est excellent. Merci beaucoup, M. Latimer. Vous êtes, je rappelle, vous êtes entre autres chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université McGill. Merci beaucoup. C'était très éclairant et en espérant vous reparler éventuellement pour que la situation s'améliore. On espère toujours ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie douce. Merci beaucoup de votre intérêt pour le sujet. Ça nous fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission spéciale Itinérance et santé mentale. Pierre Laporte, t'amènes ton grain de sel dans cette émission. Oui. Tu vas nous parler de l'itinérance, puis je te laisse aller en fait avec ce que tu as trouvé sur le sujet. Oui, je me suis baladé comme à mon habitude sur l'Internet à la recherche d'articles intéressants. Et ce que j'ai trouvé en fait de mieux, de plus à propos, je l'ai pris simplement sur le site de québec.ca. Un site gouvernemental, et c'est un article qui s'appelle simplement « À propos de l'itinérance ». Alors, ce qu'on nous dit simplement la politique nationale de lutte à l'itinérance qui s'appelle « Ensemble pour éviter la rue et en sortir » définit l'itinérance comme un processus de désaffiliation sociale et une situation de rupture sociale qui se manifeste par la difficulté pour une personne d'avoir un domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des logements ou de son incapacité à s'y maintenir, et à la fois par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. L'itinérance s'explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui s'inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes. Selon cette définition, l'itinérance est un processus qui amène une personne à vivre de plus en plus en retrait de la société. Ce processus se nomme désaffiliation sociale. C'est ce retrait graduel causé par une accumulation d'événements dans le parcours de vie d'une personne qui l'amène à briser ses liens avec les personnes et les ressources de son entourage. On voit donc que c'est plus complexe que seulement qu'un endroit où rester. Même notre invité tout à l'heure, Éric Latimer, nous disait ça justement. Si une femme est dans un milieu violent, elle est un peu techniquement itinérante, même malgré qu'elle habite à un endroit. Fait que c'est plus complexe, comme tu dis, plus nuancé. Là. Oui. Alors, on nous dit l'itinérance se caractérise donc par l'impossibilité d'avoir ou de conserver un chez-soi. Un chez-soi est plus qu'un abri. C'est un lieu où l'on se sent bien et protégé, un lieu à soi, reconnu par les autres. C'est un endroit où l'on va pour se reposer et pour se retrouver dans l'intimité. Certaines personnes n'ont pas de chez-soi. C'est le cas, par exemple, des personnes qui n'ont pas d'adresse fixe. C'est aussi le cas des personnes qui vivent dans des conditions de logement très instables ou non sécuritaires. Ces personnes peuvent alors en arriver à vivre dans la rue ou à se loger temporairement dans des refuges ou chez des personnes de leur entourage. Ils vont squatter un sofa, des fois. Là. C'est un peu désolant, mais des fois, ils n'ont pas le choix. Là. Oui. L'itinérance se caractérise aussi par la difficulté à maintenir des relations avec les autres et à participer activement à la société. Le sentiment d'avoir un chez-soi dépasse le fait d'avoir un lieu où habiter. C'est un sentiment qui est au cœur des besoins d'une personne et qui l'aide à se sentir bien et à développer son estime de soi et sa confiance en soi. Cela favorise aussi sa participation à la société et ses relations avec les personnes de son entourage. Ne plus avoir de chez soi, c'est bien plus donc de ne pas avoir d'endroit pour s'abriter la nuit. La durée et la fréquence des épisodes d'itinérance peuvent varier selon les personnes et selon les facteurs qui les ont conduits à l'itinérance. Il existe généralement 3 types d'itinérance. Premièrement, l'itinérance situationnelle. C'est la situation des personnes qui sont temporairement sans logement, mais qui parviennent à en retrouver un après avoir vécu un certain temps sans abri. C'est le type d'itinérance le plus fréquent. Deuxièmement, l'itinérance cyclique. C'est une situation des personnes qui alternent entre les périodes où elles ont un logement et d'autres où elles vivent dans la rue. Et finalement, troisièmement, l'itinérance chronique. C'est la situation des personnes qui n'ont pas occupé un logement depuis une longue période. C'est la forme d'itinérance la plus visible. Elle est moins fréquente que l'itinérance situationnelle, mais elle entraîne de nombreuses interventions et des coûts sociaux importants. L'itinérance est un phénomène qui touche principalement les milieux urbains de grande et de moyenne taille. Au Québec, c'est à Montréal que la concentration de personnes en situation d'itinérance est la plus élevée.
Le phénomène de l'itinérance touche aussi des villes plus éloignées des grands centres, comme Sept-Îles et Val-d'Or, qui connaissent un développement économique accéléré. Pour cette raison, les logements sont plus rares, les habitudes de vie des personnes changent et l'écart entre les niveaux de vie augmente. Il devient ainsi plus difficile de créer une communauté unie. La réalité des personnes en situation d'itinérance est très semblable d'un milieu à un autre. Toutefois, l'environnement dans lequel elles vivent et les services qui leur sont offerts peuvent être très différents. Les enjeux sont différents dans les grands centres urbains où la concentration de personnes en situation d'itinérance est plus élevée. Des défis se posent en ce qui concerne l'offre de services aux personnes en situation d'itinérance, la sécurité publique, la cohabitation et le partage des espaces publics. Alors, je vais m'arrêter ici. Oui, effectivement, on va poursuivre plus tard. Puis on parle aussi de la violence. Tu sais, les gens sont souvent victimes de violence. C'est un autre point de vue, c'est un autre aspect. Mais on va poursuivre à ton Espresso allongé sur le même sujet à propos de l'itinérance. À venir dans cette émission spéciale, Catherine Stassin propose sa chronique « L'itinérance à travers le temps ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec « À propos de l'itinérance ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie Douce, qui se donne le mandat d'aller plus loin en révélant le vrai visage de la santé mentale. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvan. Alors aujourd'hui, pour notre émission spéciale sur l'itinérance, tu nous fais un portrait un peu de l'itinérance à travers le temps. C'est intéressant de voir comment ça s'est passé à travers les époques. C'est intéressant, en effet, et comme point de départ, on peut prendre aujourd'hui, avant de retourner dans le temps, en fait, on remarque, je ne sais pas si tu as entendu beaucoup dans les médias ou dans des conversations autour de toi, Yvan, les gens parlent beaucoup des itinérants très présents au centre de Montréal et même dans d'autres quartiers. Et puis j'entends beaucoup, ils ont pas mal, tous une maladie mentale, il faut qu'ils se soignent, il faut qu'on les retire de la rue. Et même si dans le fond, pour la plupart, ils ne sont pas violents et puis ils n'ont pas non plus de violence envers eux-mêmes. Et ce ne sont pas tous les itinérants qui ont des problèmes de santé mentale. Tu sais, c'est plus nuancé que ça. On va un petit peu voir pourquoi il y a cette étiquette. Et pour comprendre ça, pas juste pour le plaisir de comprendre, mais ça peut aider à moyen terme, en tout cas, de prendre de meilleures mesures pour faire face à l'itinérance. Tiens, comment un petit peu gérer, entre guillemets, l'itinérance? Eh bien, on peut aller là, cette fois-ci, on fait un grand bond dans le temps et on se retrouve sous Platon, c'est-à-dire en pleine Antiquité aussi, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? Platon lui-même. Et même s'il était un grand philosophe, il avait des paroles qui reflétaient fort son temps. Il n'était pas plate. Il n'était pas plate, mais tu vas voir pourquoi. Parce qu'il dit des choses pas très jolies, mais il dit quand même il faut retirer les itinérants de la cité en faisant appel aux forces de l'ordre. Il craignait dans le fond, lui, les débordements, il les appelait les fauteurs de troubles. Il faut les éloigner de la cité. Et alors, la cité retrouvera la paix. Donc, finalement, il y avait de l'exclusion, même à cette époque-là, de la stigmatisation envers les personnes itinérantes. Totalement, parce que... C'est pas d'hier, là. C'est pas d'hier, et même si on parle souvent de la Grèce comme berceau de la démocratie, ça, c'est plutôt le reflet d'une gestion totalitaire de l'itinérance. Et c'est plus, dès qu'il y a de l'humain, en fait, il y a comme... souvent, il y a un malaise, là. Les gens sont différents, donc dès que les gens sont un peu différents, puis un peu sortent du cadre, j'imagine que ça dérange, là. Tu mets le doigt dessus. Où est la normalité? Où est la marginalité dans l'itinérance? On va voir un petit peu, est-ce que c'est juste cette étiquette de santé mentale ou c'est le fait que, dans le fond, ils choisissent une vie différente?
eh bien, on fait de nouveau un bond. On arrive quand même au 19e siècle où là se développent les diagnostics plus cliniques des maladies mentales. Ouais. Et ils embarquent le pas aussi un petit peu avec Platon, on peut dire ça comme ça, et en disant que l'itinérance, ça résulte vraiment des maladies mentales. Hein. Donc, on peut donner une étiquette. À chaque itinérant, il y a une maladie mentale, il y a un diagnostic qu'on peut identifier. Et ce qu'on peut reprocher à un tel courant de la psychiatrie, c'est que dans le fond, ils ne prennent absolument pas les facteurs sociaux en compte, c'est-à-dire et la pauvreté et l'accessibilité au logement à cette époque-là aussi. Ouais. Donc, tous ces facteurs-là ne sont absolument pas pris en compte. On va voir que ça va évoluer quand même. Pendant le XXe siècle, on arrive aux fin du XXe siècle et les fameuses années 70 où il y a des études qui montrent quand même encore que 90%, 90%, c'est ça, des itinérants ont une maladie mentale. Donc, c'est quand même très stigmatisant encore. Ouais. Et puis, attention, les nuances apparaissent et on dit, mais dans le fond, bon, ils sont tous psychotiques, hein, ça peut être ça la majorité. Et puis apparaît une autre vision qui dit, mais dans le fond, il y a aussi simplement des toxicomanes et des alcooliques et des gens atteints de troubles mentaux. Et il y a aussi des alcooliques atteints de troubles mentaux et des toxicos atteints de troubles mentaux. Et puis on s'aperçoit avec les études qu'en fait, eh bien, non, les itinérants ne sont pas atteints en majorité de maladies psychotiques, mais on voit que c'est les troubles de l'humeur qui prédominent à plus de 50%. Donc des troubles de l'humeur, c'est aussi bien la dépression, par exemple, c'est plutôt ça qui est prédominant chez les itinérants. Mm-hmm. Et ce qui a fait voir les itinérants comme des psychotiques, c'était aussi la pose des diagnostics de l'époque. Hein. Donc, c'était comment on envisageait la santé mentale, comment on envisageait la psychiatrie à l'époque et à quel point les diagnostics étaient valables. D'accord ? Alors, maintenant qu'on sait, vers 2004 aussi aux États-Unis, en Europe, au Canada, il y a des études qui sortent et qui disent, et là, c'est quand même un gros son de cloche ici, c'est qu'en fait, dans le fond, il y aurait 10% des itinérants qui auraient un diagnostic de santé mentale sévère. Mais ça, c'est quasi équivalent au pourcentage dans la population générale. Donc, on peut vraiment se poser des questions, parce que dans la population générale, on dit que de 1 à 2 personnes sur 10 vont être diagnostiquées d'une maladie mentale. Hein. Ouais. Il peut y avoir plus, mais ça peut être des troubles passagers. Mais ici, on parle de quelque chose d'un peu plus lourd. Donc, on se dit, mais dans le fond, si c'est l'équivalence, comment ça se fait qu'on a eu ce jugement et qu'on a encore ce jugement que j'entends encore dans les médias, disons un petit peu cette stigmatisation plutôt de maladies psychotiques prépondérantes chez les... Peut-être qu'on les remarque plus, tu sais. Peut-être que c'est eux qui... On a l'impression qu'ils ont tous un problème de santé mentale, parce que ceux qu'on voit beaucoup, peut-être, c'est des gens qui ont un délire. Ils peuvent être bruyants, oui, en effet. Certains, pas tout le monde, c'est ça, mais... oui. Okay. Et en effet, ils vont peut-être se placer au milieu de la rue, où plus de monde les voit aussi, ils ne sont pas cachés dans un petit coin. Ou très vocal, très vocal, là, ils peuvent crier fort, et puis là, on s'en rend compte, évidemment. Mais il y a beaucoup de gens itinérants, c'est quand même nuancé. Là. Il y a des gens qui n'ont pas un chez-soi ou qui n'ont pas un chez-soi sécuritaire, par exemple. Bon, on l'a vu récemment, on pourra y venir dans quelques minutes, mais on voit donc l'importance ici qu'au-delà du diagnostic de l'itinérant, au-delà du parler au niveau de la santé mentale, il est vraiment important que les chercheurs et les psychiatres, les psychologues cliniciens, les intervenants sociaux, etc., qu'il y ait une prise en compte des facteurs sociaux. Mm-hmm. On a dit pauvreté, on a dit accessibilité au logement. On le voit à Montréal en ce moment, la difficulté, de fût-ce que pour les gens qui ont des salaires, de se loger. Et on peut très bien voir que quelqu'un qui n'est pas entouré, qui n'a pas de famille ou qui n'a pas d'amis et qui a même un léger trouble de santé mentale pourrait très vite tomber, perdre son logement
avoir une expulsion parce qu'il ne répond pas aux créances, admettons. Et il a un trouble par rapport à la phobie administrative, disons, il ne veut pas voir les factures, des choses comme ça. Donc, et les gens qui seraient un peu plus seuls, c'est sûr que et de milieux défavorisés vont plus vite se trouver à la rue. Hein, comme disait un psychologue que j'ai lu, il vaut mieux être une personne qui habite Outremont, hein, on va interpréter ça comme ça, et qui est bien diagnostiquée et qui est très bien entourée. Pour sa vie, il a moins de chances statistiquement à être itinérant que quelqu'un qui vient d'un milieu défavorisé et qui peut aussi être mal diagnostiqué parce qu'il ne va pas aller consulter ou qu'il va aller consulter tardivement et où ça prendra peut-être un temps aussi. Et l'entourage aussi, il y a des gens seuls, tellement de gens seuls. Fait que si quelqu'un a un entourage, ça peut quand même le sauver, le dépanner peut-être, d'avoir un chez-soi temporaire, peu importe. Exactement, ça peut le dépanner. Quelqu'un va arriver vite avec son chariot ou sa remorque là pour dire, bon, écoute, reste 3 semaines chez moi. Ils ont le temps à ce moment-là de se retourner vers les organismes sociaux qui vont trouver un logement, etc. Ça donne une sécurité, dans le fond, c'est ça. On le dira jamais assez souvent, mais le logement, le chez-soi donne quand même une sécurité. C'est un besoin, c'est un droit là, que les humains ont. Là. Oui, c'est sûr. Donc ça, c'est un des facteurs sociaux qui explique aussi l'itinérance. Hein. Donc maintenant, on est très loin de Platon, on est très loin du 19e siècle où vraiment on disait que les itinérants étaient atteints de maladies psychotiques, etc. Enfin, bon, Platon, il ne nommait pas ça encore comme ça, mais on peut l'interpréter. C'est ça que ça voulait dire. Voilà. Et on se rappelle aussi de cette manière à New York, il y a fin des années 80-90, dis-moi si je me trompe, où ils ont vraiment décidé de nettoyer la ville. Et la ville était en effet, il n'y avait plus un itinérant, il n'y avait plus un mendiant en rue. Au niveau du crime aussi, là, il y a eu un ménage global. Là, Voilà, et c'était aussi un petit peu un prétexte pour hospitaliser et forcer les gens à être hospitalisés, les mettre de côté, surtout qu'ils ne gênent pas la bourgeoisie, la grande bourgeoisie de la ville de New York. Les touristes et la manne des touristes, qui ne voulaient plus y aller parce que ça devenait peut-être trop violent, il y avait peur. Ça peut être effrayant. Quelqu'un qui fait une crise, une psychose en rue, c'est sûr que c'est effrayant pour qui ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Et bon, alors on voit bien que il y a quand même un peu plus de troubles psychotiques en rue. Et en tout cas, c'est visible parce que c'est des personnes qui, du fait même du diagnostic, vont peut-être plus facilement perdre un logement, plus facilement être dans la pauvreté parce que n'ayant pas un job stable, etc. Donc oui, il y a quand même un petit plus dans la rue. Mais c'est pas le plus fréquent, comme on a vu. Hein. Le plus fréquent, c'est vraiment des gens qui ont vécu des crises majeures, familiales, des crises personnelles, des pertes d'emploi, une dépression passagère qui les fait tomber. Ça, c'est vraiment la plus grande dominance et la majorité des gens qui se retrouvent en rue. Alors, maintenant, on peut se dire, oui, comment on peut essayer de faire changer les choses. Comment peut-on arriver à ça? Eh bien, heureusement aussi, maintenant, ce qui était à la base des erreurs de jugement, etc., c'était aussi la manière dont les diagnostics étaient posés. Donc, la rue, les gens qui gênaient dans la rue étaient assimilés à la folie, étaient assimilés à la marginalité, la normalité, et donc on voulait s'en débarrasser. Maintenant, évidemment, les diagnostics sont beaucoup plus nuancés. Hein, il y a toute une gamme de diagnostics, et c'est sûr que ça aide à changer un petit peu les jugements, et puis il y a beaucoup d'aides aussi, et des associations qui peuvent venir secourir ces personnes et leur trouver des logements. Ceci dit, il ne faut pas oublier, dans ce cas de l'itinérance, qu'il faut vraiment repenser une manière de penser la santé mentale et l'itinérance. Il faut être novateur, il n'y a rien à faire. Il faut être novateur, il ne faut plus stigmatiser l'itinérant, il faut vraiment essayer d'aller comprendre la situation et de l'entièreté, de manière holistique, comme on dit, de manière entière, qui fait aboutir les gens dans la rue. Ils font partie de notre société, c'est nos concitoyens, donc il faut qu'on trouve une façon globalement comme société que ça se passe mieux pour tout le monde. Là. Oui, moi j'ai déjà
discuté avec un gars qui avait été journaliste à Radio-Canada et qui était dans la rue. Wow. Non, mais c'est ça, ça arrive. Là. Je veux dire, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ça arrive et ne pas mettre uniquement l'emphase sur la santé mentale, mais vraiment aller penser en amont et que les décideurs pensent à ça aussi. Très intéressant ta chronique, Catherine. On va mettre comme d'habitude dans notre site web plusieurs références que tu nous as amenées. On va les mettre dans notre site web dans la section mentionnée à Folie Douce. Notre site, c'est antenne.qc.ca. Merci beaucoup, Catherine, pour cette chronique d'émission spéciale. En fait, l'itinérance à travers le temps jusqu'à nos jours et puis en espérant que ça s'améliore. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes branchés sur Folie Douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro pour cette émission spéciale sur l'itinérance et la santé mentale. Alors Pierre, tu avais commencé plutôt à ton segment Espresso, un peu la définition, puis la définition large en fait de l'itinérance, là, à propos de l'itinérance, et tu avais des choses à rajouter aussi. Oui, c'était en fait, j'ai trouvé ça sur le site québec.ca, simplement un site gouvernemental ça s'appelle « À propos de l'itinérance ». Alors, je trouve que c'est un bon portrait de l'itinérance. C'est un article qui avait été écrit l'année dernière. Et vu du Québec aussi. Là, exactement, parce que on l'a vu même avec Catherine, puis avec notre invité, l'itinérance peut être aussi un peu diverse, là, selon mais là, c'est près de nous, là, c'est sûr. Très près de nous. Et oui, comme tu le dis, c'est un phénomène plus complexe que l'on pense. Alors, ce qu'on nous dit, pour poursuivre ma lecture, on nous dit que les facteurs de risque de l'itinérance peuvent être des facteurs sociaux ou des facteurs individuels. Toutefois, toutes les personnes qui présentent des facteurs de risque ne vivront pas nécessairement une situation d'itinérance. Les principaux facteurs de risque sociaux de l'itinérance sont la pauvreté, la difficulté ou l'impossibilité d'accéder à un logement abordable, salubre et sécuritaire, ou l'isolement social. Ça va être aussi la difficulté à réintégrer la communauté après un séjour plus ou moins long en établissement. Ça peut être un établissement, ça peut être un hôpital ou ça peut être la prison aussi. Ouais. Certains facteurs propres aux personnes et à leur parcours de vie peuvent aussi mener à l'itinérance. Les principaux facteurs de risque individuels sont le fait d'avoir déjà vécu une situation d'itinérance ou les problèmes psychologiques, entre autres une santé mentale fragile. Ça peut être aussi des problèmes de santé physique, la déficience intellectuelle ou physique, des problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent. Ça peut être l'isolement. Ça peut être certains événements survenus dans la vie de la personne. Par exemple, le deuil, les problèmes familiaux, les ruptures, par exemple, les ruptures amoureuses ou éloignement de sa communauté. Ça peut être la négligence physique et psychologique. Ça peut être la maltraitance, les séjours répétitifs dans des services de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation ou des familles d'accueil durant l'enfance. Ça peut être encore des fugues répétitives, le décrochage scolaire, la violence conjugale ou des agressions sexuelles. On peut agir pour soutenir les personnes qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance en adoptant différentes mesures. Par exemple, soyez empathique envers la personne en difficulté, c'est-à-dire montrez-lui que vous êtes capable de vous mettre à sa place et de comprendre ce qu'elle vit. Évitez de lui faire la morale ou de lui dicter ce que vous feriez à sa place. Ça, c'est facile souvent de donner des conseils. Oui. Effectivement, c'est pas bienvenu tout le temps. Oui. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut continuer de respecter ces personnes-là. Ouais. Être à l'écoute souvent, oui. Puis être là, de s'offrir, en fait, on se dit, je suis là, puis si tu as besoin d'aide ou si tu as besoin de... Oui, puis c'est pas toujours facile, des fois. Tu sais, quand on est approché par des itinérants, souvent qu'ils vont nous demander de l'argent, ils peuvent devenir irritants. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça comme ça. Mais en même temps, comme on avait déjà parlé, il y a un certain moment dans une émission, on se disait, ça reste des personnes. Fait qu'au moins, de les regarder puis de ne pas les ignorer, c'est un respect. Oui. Et en plus, quand on sait que des fois, ça peut être des personnes, on s'est surpris, des personnes qui avaient de bons emplois auparavant et qui ont chuté. Pour toutes sortes de raisons, ils sont très bas. Là, ouais. Alors, on nous dit aussi, assurez-vous que la personne est quelqu'un à qui se confier. Si possible, offrez-lui de l'écouter. Offrez du soutien à la personne. Votre soutien sera pertinent
particulièrement important si la personne est en période de transition, soit en train de sortir d'un séjour en établissement de santé, comme je disais tantôt, ou d'une prison, ou quelqu'un qui a perdu son emploi, quelqu'un qui a fait faillite, quelqu'un qui vient de se séparer en particulier, s'il s'agit d'une femme qui s'est sortie d'une situation de violence conjugale. Ouais. Pas facile, ça. Ouais. De refaire, Ouais. de se reconstruire, dans le fond, sa vie, puis d'être capable de fonctionner. Là. Oui. C'est difficile. Oui, on nous dit encourager la personne à consulter un organisme. Les organismes peuvent informer les personnes en difficulté et les accompagner dans leur démarche, entre autres pour les aider à se sortir de la pauvreté. Les organismes peuvent, par exemple, informer les personnes en difficulté sur les programmes d'aide financière disponibles. On peut aussi leur offrir de la formation pour leur apprendre à devenir autonomes financièrement et finalement, on peut les aider à accéder au marché du travail. Oui, ça, c'est sûr. Hein. De l'aide est disponible en tout temps pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être et pour les proches de ces personnes. Voici une liste de ressources pour obtenir de l'information ou des services. Par exemple, il y a InfoSanté, c'est le 811, ou InfoSocial au même numéro, le 811. Il y a Ligne Parents, il y a une ligne d'écoute sans frais qui est le 1-800-361-5085. Il y a aussi Tel Jeune, une ligne d'écoute pour les jeunes de 5 à 20 ans. C'est le 1-800-263-2266. Il y a aussi les centres intégrés de santé et de services sociaux, qu'on appelle les CISSS, et certains centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux qu'on appelle les CIUS. Alors voilà, Yvan, pour ce tour d'horizon sur l'itinérance sur le site gouvernemental québec.ca. Faut juste, pour trouver les infos, en fait, il faut juste chercher à propos de l'itinérance, j'imagine, Québec, puis on va trouver sur le site. Là. Oui. Mais c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus grave, je dirais. Oui. C'est compliqué avec les années. Alors, il faut quand même s'y intéresser. C'est un peu ça qu'on voulait faire avec notre émission cette semaine. J'espère qu'on vous a donné quand même certaines informations. On poursuit à Folie Douce, donc merci Pierre pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous spécial, Pierre, je tiens à te remercier pour ton travail en régie ainsi que tes segments Espresso sur l'itinérance. Bienvenue, mon cher. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Éric Latimer, un spécialiste sur la question, nous a fait un peu de portrait actuel, nous a parlé un peu des développements. C'est super intéressant de le recevoir. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Elle nous a amené, elle, un peu à travers le temps, donc aussi loin que la Grèce antique qu'à nos jours, donc pour expliquer un peu plus que l'itinérance a toujours existé finalement, puis c'est intéressant de s'y attarder. Alors, c'était donc notre émission spéciale d'aujourd'hui. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.